Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, avec aujourd'hui, mardi 13 février, une émission consacrée aux élections indonésiennes puisque les Indonésiens se rendront aux urnes demain pour élire un nouveau président, mais pas seulement. Je vous propose donc un petit aperçu du scrutin et des 3 candidats, ainsi que quelques petites remarques sur cette campagne électorale et ses enjeux. Tout d'abord, il faut rappeler qu'on a affaire à un scrutin uninominal à 2 tours pour l'élection du président, qui est élu pour 5 ans aux côtés d'un vice-président. Il s'agit donc d'un ticket présidentiel comme à Taïwan et le scrutin de cette année verra le départ du président actuel Joko Widodo, alias Jokowi, qui est en train d'achever son 2e mandat et que la constitution indonésienne interdit de se représenter. Ce scrutin présidentiel s'accompagne d'élections législatives au niveau national et au niveau local, c'est-à-dire au niveau des provinces, des villes et des districts. Les électeurs doivent notamment élire les 575 membres du Conseil représentatif du peuple, la Chambre basse indonésienne, où les représentants sont élus pour 5 ans au scrutin proportionnel par liste de partis et où chacune des 34 circonscriptions ou provinces dispose de 3 à 10 sièges. Seront aussi renouvelés les 136 sièges du Conseil des représentants des régions, sorte de chambre haute, qui surveille l'application de certaines lois et soumet des propositions de loi également. Les représentants élus de cette chambre haute ne sont affiliés à aucun parti politique et chaque circonscription fait élire 4 sièges au Conseil. Cette année, ce sont 230 millions d'électeurs qui pourront aller voter, dont la moitié ont entre 17 et 40 ans et dont un tiers ont moins de 30 ans. Le corps électoral indonésien est donc très jeune et on va voir plus tard que les candidats à la présidentielle se sont très bien adaptés à cette situation dans leur campagne. Pour rappel, lors des dernières élections présidentielles en 2019, Jokowi, qui était donné largement favori, avait fait campagne sur le thème de la lutte contre la corruption et le développement économique. Il s'était largement imposé face à l'ancien général de l'armée, Prabowo Subianto, qui avait tenu un discours axé sur les questions identitaires et religieuses et qui était d'ailleurs soutenu par des réseaux islamistes, dont certains très peu recommandables. Un soutien qui s'était par exemple assuré en dénonçant la persécution des oulémas, très loin de la réalité de l'archipel indonésien à majorité musulmane. Jokowi, justement, avait continué de rester sur une position modérée sur le plan religieux conservateur, mais ce thème s'était malgré tout imposé, comme en 2014, lors de la campagne, et Jokowi avait fait le choix de choisir comme colistier le prédicateur islamiste et conservateur Maruf Amin pour rassurer justement l'électorat islamiste dont la voix portait fort, et ce, même si cette décision avait inquiété le camp progressiste. Prabowo, lui, était notamment soutenu par Habib Rizik Shihab, dirigeant du Front des défenseurs de l'islam, qui était réfugié en Arabie Saoudite pour échapper à la justice indonésienne. Il avait par exemple accusé Jokowi d'être un ennemi de l'islam et de protéger les communistes, les libéraux et les croyances déviantes, ainsi que les actes indécents et illicites. Mais ces accusations n'ont pas eu raison du président sortant Jokowi, qui jouit encore aujourd'hui d'une très forte popularité. Mais la constitution indonésienne est formelle et après 2 mandats, Jokowi doit abandonner la présidence de la République. Cette année, on est dans une configuration très différente avec non pas 2 mais 3 candidats et avec des combinaisons très curieuses. Par exemple, l'ancien rival de Jokowi, Prabowo Subianto, qui a depuis été nommé ministre de la Défense, retente une 3e fois sa chance à l'élection présidentielle mais avec un discours et un style très différents. Les thèmes identitaires et religieux conservateurs ne sont plus du tout centraux dans cette campagne et Prabowo, peut-être en voyant que ces thèmes n'étaient pas payants électoralement, a cette fois choisi d'insister sur son bilan à la tête du portefeuille de la défense et de faire campagne sur le développement économique, tout en promettant la continuité avec le programme de développement de Jokowi. Il a également assuré qu'il continuerait de mener à bien le projet de déménagement de la capitale indonésienne vers Bornéo, projet phare de Jokowi déjà enclenché. Autre ironie du destin, il a choisi comme colistier le fils aîné du président Jokowi,
Gibran Rakabuming Raka, âgé de 36 ans, de la Coalition pour une Indonésie du Progrès. Ce fils aîné du président a fait des études en Indonésie et à Singapour. Il a dirigé plusieurs business dont une chaîne de martabak et a réussi à se faire élire en 2020 à la mairie de Solo, ancien fief électoral de son père qui en a aussi été maire. On comprend donc pourquoi Prabowo a voulu en faire son colistier, puisque ce jeune élu représente la fraîcheur, la jeunesse qui contrebalance le poids de l'ancien général, mais surtout, il fait bénéficier à Prabowo de l'immense popularité et de l'image de son père, Jokowi, ainsi que de son soutien, tu au début et puis plus assumé par la suite, Jokowi ayant du mal à imposer son influence dans son propre parti. Mais cette nomination fait jaser et les accusations de népotisme ne se sont pas faites attendre. D'autant plus que pour permettre cette nomination, il a fallu un jugement très controversé de la Cour constitutionnelle indonésienne, dirigée par l'oncle de Gibran et le beau-frère du président Jokowi, pour autoriser les personnes de moins de 40 ans à se présenter à une élection présidentielle ou à la vice-présidence, à la condition d'avoir déjà été élu pour un mandat électoral, comme c'est justement le cas de Gibran. Cette décision a donc provoqué la colère d'une partie de l'opinion qui y a vu une manipulation des règles électorales et la déception d'une autre partie des soutiens de Jokowi qui l'accuse de vouloir se bâtir une dynastie politique à travers ses fils, car en plus de son aîné Gibran, son plus jeune fils, Kaesang Pangarep, est également entré en politique en devenant membre du parti PSI et en devenant le président quelques jours plus tard seulement. Le ticket Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka porte le numéro 2 dans cette campagne électorale, mais il faut aussi présenter les deux autres candidats. Le ticket numéro 1 est celui dirigé par le président indépendant Anies Baswedan, un universitaire, ministre de l'Éducation et de la Culture entre 2014 et 2016, puis gouverneur de Jakarta de 2017 à 2022. Anies a notamment fait campagne en promettant de protéger la démocratie indonésienne et une répartition plus équitable des richesses. Il s'est allié à Muhaimin Iskandar de la Coalition du changement pour l'unité. Son colistier est vice-président du Conseil représentatif du peuple d'Indonésie et ancien ministre du Travail. Et enfin, le dernier ticket est dirigé par l'ancien gouverneur de la province de Java centrale, Ganjar Pranowo, et Mahfud MD de l'Alliance des partis politiques soutenant Ganjar Pranowo. Ganjar, qui est âgé de 55 ans et dont le fief politique se situe dans la province de Java centrale ou Java Centre, où il a déjà été député pendant près de 10 ans de 2004 à 2013, avant d'en devenir le gouverneur en 2013 et ce jusqu'en septembre 2023. Ganjar Pranowo est connu pour ses réformes anticorruption en faveur de la gratuité de l'école et pour son action contre la pauvreté dans sa province, mais aussi pour une réforme économique qui a ensuite été adoptée par d'autres gouvernements locaux de l'archipel. Lors de la campagne présidentielle, il a présenté une stratégie en 7 points pour éradiquer la pauvreté, avec notamment le renforcement des ressources humaines, la stabilisation des prix des produits de base ou encore le renforcement de la sécurité sociale. Son colistier, Mahfud MD, était jusqu'au 2 février dernier le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et sécuritaires au sein du gouvernement indonésien. Mais il a aussi été président de la Cour constitutionnelle indonésienne, élu au Conseil représentatif du peuple sous les couleurs du Parti du Réveil national et ministre de la Défense pendant la présidence Wahid. Aujourd'hui, la totalité des sondages donne Prabowo Subianto gagnant et lui prédisent une victoire confortable. Anies a récemment grimpé dans les sondages, mais il reste globalement assez proche en termes d'intention de vote de son rival Ganjar Pranowo. Le Polling Institute, par exemple, qui a réalisé des sondages d'opinion entre le 21 et le 25 janvier, donnait 53,3% d'intention de vote pour Prabowo contre 21,3% pour Anies et 19,7% pour Ganjar. Ce qu'on peut dire, c'est que les trois candidats sont très actifs sur les réseaux sociaux. On avait mentionné en début d'émission la jeunesse de l'électorat indonésien, une jeunesse très présente sur les réseaux, notamment TikTok et Instagram, et qui préfère les contenus courts et percutants. Les candidats et leur équipe de campagne se sont très bien adaptés à cette nouvelle donne, au détriment toutefois, selon certains observateurs, des débats et des explications de fond au sujet des programmes politiques.
Ganjar Pranowo faisait déjà un usage très calibré de Twitter avant même d'être gouverneur de Java Centre, où il avait ensuite demandé aux hauts fonctionnaires d'être actifs sur les réseaux sociaux également, afin de faire remonter les aspirations ou les plaintes de la population. Prabowo a quant à lui surpris tout le monde en changeant complètement de style et en adoptant une sorte de bonhomie sympathique, dansant même sur scène pendant les meetings de campagne. Bref, c'est une toute autre ambiance que celle qui a marqué la dernière campagne présidentielle, celle de 2019, avec une présence beaucoup moins marquée de thèmes qui divisent comme l'identité et la religion, ce qui est sans doute lié à une stratégie électorale qui doit aussi s'adapter à cette configuration de campagne à 3 candidats. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.